Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur la gestion de la sécheresse oculaire en pratique privée. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la recherche des solutions appropriées pour intégrer ces traitements-là dans votre pratique. Je suis très heureuse de retrouver mes deux invités, François Piouz, optométriste et copropriétaire des cliniques IAM Soins Oculaires, ainsi que Francis Néron-Gaudreault, également optométriste et copropriétaire des cliniques Zieurté Optométriste. Messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, en 2024, quelles sont les questions qu'un optométriste qui désire intégrer ce traitement-là dans sa pratique doit se poser pour trouver la solution qui lui convient le mieux, ou plutôt à sa clientèle? Bien, je pense que déjà, il y a une partie de la réponse dans la question, c'est quel genre de clientèle j'ai, comment je vais l'approcher, puis comment je vais débuter là-dedans. Est-ce que je suis obligé de t'offrir tout jour 1 ou je vais intégrer partiellement des petites portions diagnostiques, des portions thérapeutiques, identifier les besoins réels dans la clientèle ou les besoins plus prioritaires, identifier les membres de notre personnel qui auraient un intérêt pour travailler dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, si toi, tu te dis, moi, je vais démarrer ça demain matin, mais tous tes employés partent à la course quand tu mentionnes les mots sécheresse oculaire, bien là, il faut que tu te repositionnes. Donc, tu sais, est-ce que il faut mettre la table, dire, est-ce que moi, je suis capable d'aller informer, par exemple, mon équipe à l'interne, de dire, ben écoutez, si on ne prend pas ça en charge, il y a des gens qui vont quitter notre pratique. C'est prioritaire à intégrer. On a, par exemple, 20, 30, parfois même plus que 40 de nos patients qui ont des problématiques de sécheresse oculaire à divers degrés. Si je ne l'offre pas, il y a un coût à payer, là. Donc, puis on a des modèles sur lesquels se baser aussi en 2024. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup moins, on navigue beaucoup moins à l'aveugle qu'il y a 10-15 ans. Là, il y a plein de protocoles établis, il y a des technologies qui ont été validées au fil des années, il y a des médicaments qui continuent de sortir année après année dans ce domaine-là. Mais de juste se dire, OK, par quel bout je prends ça, puis quelles sont mes cibles prioritaires, puis après ça, avancer, parce que sinon, ça a l'air trop intimidant pour intégrer tout d'un coup, à mon avis, là. Puis, tu sais, je vais vous revirer la question de bord aussi, tu sais, avant de dire, OK, est-ce qu'on fait une clinique de sécheresse oculaire ou est-ce qu'on traite la sécheresse oculaire? Oublions de parler de clinique présentement. La vraie question, moi, vous la virez de bord. Je dis, si on le fait pas, qui va le faire? Tu sais, je veux dire, c'est-tu les médecins qui vont faire ça? C'est les pharmaciens qui vont le faire? Tu sais, on est les personnes les mieux placées dans la profession pour les dépister, ces patients-là. Écoute, c'est directement dans notre cours que ça doit s'adresser. Après ça, à quel niveau que quelqu'un à l'aise ou veut le prendre en charge, on est mieux de faire quelque chose que rien du tout. Tu sais, on revient en 2024, toutes les options de traitement qui s'offrent à nous sont incroyables ou qui s'offrent qu'on a à offrir à nos patients. Que ce soit toi qui l'aies ou qui ne l'aies pas, je pense que tu dois t'être informé au même titre que tu fais encore ton suivi pour le glaucome, qu'il y a des nouveaux traitements protocoles. Puis quand tu revois ces patients-là, OK, es-tu toujours stable, es-tu correct? Mais faites quelque chose que juste des lampes artificielles. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les technologies qui existent en commençant. Commence même juste que tu prescrire des médicaments qui marchent quand même bien pour traiter les yeux secs. Maintenant, on a plusieurs options jusqu'à un seul médicament initialement vers 2010-2011. Donc, faites de quelque chose, puis plus vous allez en faire, plus vous allez dire, OK, je vais être prêt à intégrer cette technologie-là. Puis, tu as la chance de choisir la meilleure, la mieux adaptée, comme François disait, parce que tu peux parler avec des collègues qui l'utilisent depuis plusieurs années aussi, là, avant de l'acheter, puis d'intégrer. Est-ce qu'il y a des sources? Là, moi, je me mets dans la peau d'un optométriste, là, c'est que sa journée de travail dans le corps, sa semaine de travail, là, un rythme quand même qui est assez soutenu. Est-ce qu'il y a des ressources en ligne facilement accessibles qui pourraient l'aider à l'accompagner dans cette réflexion-là? Parce que là, j'ai cru comprendre que le programme Brio, ça avait existé, ça n'existe plus. Outre les conférences, où l'optométriste peut se diriger pour se faire aider dans sa réflexion ou du moins de trouver l'information? Ben, il y a beaucoup, tu sais, Francis a fait partie, même avec moi, sur certains, tu sais, comités de table ronde. En tant que consultant, c'est les partenaires de l'industrie ont des programmes de mentorat pour amener les gens à développer cet aspect-là de leur pratique.
puis qui est vraiment adapté à chaque cas particulier. Ce n'est pas un programme générique. Il y a des programmes qui vont permettre à des consultants de se déplacer. Moi, je le fais personnellement comme consultant. Je me déplace dans des cliniques. Il y a des gens qui lèvent la main en disant, moi, je rencontre tel défi. Qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'étape supérieure? On est appelé comme consultant, supporté par des membres de l'industrie, des compagnies de l'industrie, puis qui supportent ces programmes-là parce qu'ils savent qu'il va y avoir un meilleur accès aux soins pour leurs patients. Puis honnêtement, c'est des programmes qui sont très appréciés. Puis au fil du temps, ces programmes-là se sont hautement raffinés. Ça, c'est un bon exemple qui est concret. Ça existe maintenant. Des ressources en ligne, il n'y a jamais eu autant de webinaires si vous faites le tour de YouTube. C'est sûr que c'est bien, c'est passif, on regarde ça, ça nous donne une idée, mais après ça, des fois, les gens ont besoin d'avoir, une validation, puis deux, une validation à l'interne dans leur pratique. Est-ce que, bon, maintenant que j'ai entendu ça, comment ça s'articule concrètement chez nous? C'est là que des fois, l'apport de consultants peut être intéressant pour bâtir cette pratique-là. Et je pense qu'on sous-utilise ces ressources-là. Je regarde même pas plus tard en fin de semaine, c'est sûr pour les gens qui vont le regarder, mais en mi-septembre 2024, il y a un programme de formation de développement de clinique qui se passe à Toronto. Ça, c'est spécifiquement dédié à ça. Mais en plus, là-bas, il y a des compagnies de l'industrie, soit des compagnies pharmaceutiques ou qui vendent des produits en vente libre, qui ont des kiosques dédiés à l'intégration puis au démarrage de corridors de soins sécheresse oculaire. C'est assez concret, ça. Donc, ça, il y en existe. Il y a le Dry Eye Summit encore là qui permet d'aller former les optométristes, mais aussi le personnel assistant. Donc, c'est moi, mes employés, en fait, il y a une partie de notre équipe qui assiste à ça à chaque année. Parce qu'on se met à jour, ça change continuellement, il y a une rotation, parfois il y a des employés qui quittent, donc on s'assure qu'on a au moins, je dirais, le tiers, la moitié des employés qui passent là à tous les ans. Parce qu'on sait qu'en revenant de ça, on revient plus à jour, plus confortable, développer un discours qui permet d'être proactif en sécheresse oculaire. Est-ce qu'à ce moment-là, la porte d'entrée pour ce genre de programme-là, c'est de se référer peut-être à notre représentant? C'est ce que je comprends? Ça peut. OK, parfait. Ben, ça l'aide beaucoup parce que ce soit au point de vue des larmes, que ce soit des médicaments, que ce soit au point de vue des technologies, par les représentants ou la compagnie, là, dépendamment de quelle situation vous avez, ils vont toujours être capables de vous mettre en contact avec un optométriste ou quelqu'un d'industrie qui utilise leurs produits ou leurs technologies pour valider puis poser vos bonnes questions réellement avec des gens qui sont sur le terrain et non juste quelqu'un qui fait la vente du produit. Ben, je comprends que le processus peut être progressif. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand je discute de ce sujet-là, je suis sur l'impression que les optométristes se disent je dois tout offrir. Puis là, je crois qu'on parle d'investissement quand même assez important là, quand on est rendu à acheter les équipements. Mais il n'y a aucun problème et c'est peut-être même recommandé, de ce que je comprends, d'y aller graduellement, puis peut-être même de voir comment les patients embarquent, réagissent. Et même vos employés, votre équipe aussi, là, dans tout ça. Fait il y a intérêt à y aller par petits morceaux. Là. Moi, je suis 100% d'accord avec cette approche-là parce que même pour nous-mêmes, comme optométristes, si tu me demandes, par exemple, d'intégrer un nouveau type de pratique, un nouveau segment dans ma pratique que je n'ai jamais fait, ben, je vais peut-être dire, écoute, je ne me mettrai pas 8 patients dans le premier avant-midi. Je vais peut-être les répartir, je vais peut-être en faire 2 ou 3 dans une première semaine, voir c'est quoi le temps. Parce qu'il y a toujours une question de temps de chaise, d'efficacité, le flot de patients, comment, si on vit ça puis que c'est une expérience négative. Moi, j'ai vu beaucoup de bureaux comme consultant où les gens ont voulu aller trop vite. Puis, il y a des équipements qui ont coûté assez cher qui dorment dans des boîtes encore. Là. Et puis, il y en a plus qu'une clinique comme ça. Là, parce que ils sont allés un peu trop vite. La partie la plus facile, c'est de faire un chèque et d'acheter un équipement. Le vrai défi, c'est une fois que tu as fait l'acquisition, comment on l'utilise, c'est quoi le discours qui tourne autour de ça, puis comment on l'intègre. C'est peut-être là le plus réel défi, mais il n'y a pas de meilleure solution, de moins bonne solution. C'est qu'est-ce qu'on est à l'aise d'offrir dans notre contexte à nous pour débuter à tout le monde. Puis quand tu as intégré une technologie, puis peu importe laquelle, selon le désir du professionnel, ben, si ça te permet
de l'apprivoiser aussi, puis de voir les limites de la technologie, puis toi, de devenir de mieux en mieux avec ça, puis à qui l'offrir, pourquoi, comment, puis apprendre de tes erreurs aussi ou de tes échecs de traitement, parce que t'as pas nécessairement choisi le mauvais traitement, tu as juste peut-être mal géré les attentes du patient aussi en fonction de la sévérité de la condition. Mais si tu as trop de choses à offrir au début, surtout si tu n'as jamais réellement baigné dans les balbutiements de la sécheresse oculaire, ben là, chaque technologie va faire à moitié ce qu'elle devrait faire parce que tu ne sais plus quand placer, quoi proposer, puis comment. Donc, ce que je retiens, c'est que dans le processus de réflexion, il y a vraiment des questions spécifiques qu'un optométriste doit se poser, mais il y a surtout des ressources disponibles pour l'aider à trouver les réponses. Vous avez parlé de conférences, de programmes de mentorat, et j'imagine que c'est rassurant pour les optométristes qui nous écoutent de réaliser qu'ils ne sont pas obligés de faire ce processus-là tout seuls. Donc, merci d'avoir accepté de partager ça avec nous aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on se retrouve pour se parler de rentabilité. Comment on calcule la viabilité de ce projet-là. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt.